revenir sur l'androgyna et sur la dualité. Qu'est-ce qu'on entend par masculin et féminin dans le premier chapitre de la Genèse? Alors, encore une fois, je répète, ça ne renvoie pas à l'homme et à la femme. Ça, c'est déjà une fausse piste. Mais il faut comprendre quelle est cette dualité. Et ne pas essayer de la transposer en termes de masculin et féminin, en termes de l'homme et la femme. Tout comme le yin et le yang ne se traduisent pas, ne se réduisent pas à une question de l'homme et de la femme. Je dis ça parce qu'il y a eu un débat, un café Tao sur ce sujet avec Jean-Luc Berlet et une vingtaine de personnes au Ballon Rouge, où on a confondu ces différents plans. On est prisonnier de la sémantique. Et quand on emploie des mots, on va trouver des équivalents, des analogies, et là on va se noyer. Donc, je crois que je vais vous donner un certain nombre de pistes de travail. Je pense que c'est la dualité entre le virtuel et le réel, si vous voulez. Entre ce qu'on appelait au Moyen-Âge l'opposition entre le nominalisme et le réalisme. C'est la question des universaux. Par exemple, dans le cas de la Genèse, Dieu fait la création, produit la création, et il demande à l'homme, à Adam, de nommer, par exemple, les animaux. Donc il y a un temps pour créer le réel, et il y a un temps pour le désigner, pour le décrire, pour le nommer. C'est cette dialectique qui me paraît tout à fait significative. C'est-à-dire qu'il faut toujours décrire ce que l'on voit. Et en même temps, lorsque l'on décrit ce que l'on voit, on est dans le virtuel. On est dans la représentation par opposition à la présence. Chez les Juifs, on parle de Dieu, on parle de la présence, de la Shekhinah. Et d'autre part, dans le mot présent, on peut jouer sur le mot, mais présent, c'est aussi le cadeau, c'est aussi le don, c'est aussi la grâce. Donc, nous avons la dualité, puisqu'on dit que Adam a été créé mâle et femelle, à l'image de Elohim. Donc Dieu aussi a cette dualité. Et cette dualité n'est pas du tout de l'ordre de l'homme et de la femme. Elle n'est pas du tout de l'ordre du sexe. Elle est de l'ordre de l'ordre du cognitif, c'est-à-dire je décris le monde, je perçois le monde, j'observe le monde et je le décris. Et j'ai toujours dit qu'en astrologie notamment, il fallait regarder les choses, regarder le monde et le décrire. Et le décrire, c'est aussi une façon de le réduire, n'est-ce pas? Une forme de description est réductive, quelque part. Je vais le réduire en formule, comme dirait Einstein. Voilà, MC2, etc. Moi j'appelle ça, je vais tuer le réel, en quelque sorte. Quelque part, le virtuel, c'est tuer le réel pour pouvoir, à partir de ce virtuel, reconstruire le réel. Une sorte de dialectique. Comme par exemple, quand on parle, là, par exemple, je parle, maintenant si je vais mettre par écrit, je vais tuer ma parole, mais en même temps, cette parole, elle va pouvoir circuler, elle va pouvoir être lue, et donc, quelque part, elle va pouvoir revivre après être morte. C'est cette dialectique qu'on trouve d'ailleurs dans le signe du Scorpion, souvent quand on dit tuer pour renaître, etc. C'est le problème de l'Ouroboros aussi. Donc c'est la fin, mais c'est aussi le commencement de quelque chose. Donc la personne qui est dans la dualité profonde, qui est dans l'androgyna, c'est quelqu'un qui peut jouer sur ces deux plans, qui regarde le virtuel, qui regarde les textes, qui regarde les discours qui ont été tenus par les uns et par l'autre, les traditions, et qui les confronte avec ce qu'il peut observer du monde, tout simplement. Et si il y a un trop grand hiatus entre ce qu'il peut observer et ce que les textes disent, eh bien,
il va en tirer les conséquences, il va corriger, éventuellement réformer les textes, les purifier de leur scorie, et éventuellement ces textes vont également éventuellement lui permettre de prendre conscience de certains phénomènes qui auraient pu lui échapper, aux phénomènes s'opposant au noumène, enfin bon, peu importe. Et donc, ceux qui ont la chance de pouvoir jongler, de pouvoir alterner le regard sur le monde et l'étude des descriptions qui sont faites, eh bien celui-là, il peut faire quelque chose d'intéressant. Et c'est le rôle des grands chercheurs d'être capables de faire cela. Ils peuvent réformer la tradition au prisme de l'observation et ils peuvent améliorer l'observation en se référant à des descriptions qui ont pu être faites à des époques où la réalité n'était pas obscurcie par le virtuel. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, justement, la réalité, est-ce qu'on y a accès à la réalité? Elle est tellement recouverte par le virtuel, par le discours, que d'une certaine manière, on peut en douter. Donc vous voyez bien qu'il y a dans les deux sens, on peut piocher, se plonger dans des textes anciens où le monde, où la société était moins parasitée par le discours, et en même temps, le discours qui nous est parvenu peut avoir été corrompu, abîmé, et par conséquent, il faut quand même le rétablir par rapport à ce que l'on peut observer. Voilà. Donc si on est capable de faire ce processus-là, on est vraiment androgyne. Si on n'est pas capable de le faire, on est plutôt androïde. Je rappelle le film avec Harrison, le film justement sur les androïdes, où on fait passer des tests aux androïdes pour justement voir s'ils sont des androïdes ou des humains. Bon. Alors quand un androïde réfléchit, il n'est pas vraiment dans cette problématique de la confrontation entre le réel et le virtuel. Il est plutôt dans une sorte de jeu lacanien de mots qui s'entrechoquent, de sémantique, mais finalement, il ne peut pas vérifier son discours. Vérifier, c'est-à-dire vérifier au sens de le confronter à la réalité. Il ne connaît la réalité que par ce qu'on en dit. C'est le problème de la caverne. Il ne connaît le réel que parce qu'on lui en dit, et parce que le maître lui dit. Il ne connaît pas les choses par lui-même directement. Et voilà les pistes de recherche que je voulais vous signaler en ce mercredi 14 ou 15 juin 2017, et vous rappeler aussi, en passant, que les élections qui ont lieu actuellement sont un problème de représentation, de représentation virtuelle de la réalité qu'on peut observer, et on s'aperçoit aujourd'hui à quel point il y a un décalage entre la représentation et la réalité, puisque l'Assemblée nationale qui va apparaître à partir de dimanche soir ne correspondra pas à la réalité sociologique de la France, très loin de là. Et là, il y a vraiment une crise structurelle qui est là, et qui fait qu'en effet, comme je le disais, le virtuel envahit le réel à tel point que pour beaucoup de gens, ces élections deviennent la réalité. De même que, j'en ai déjà parlé, le résultat des élections, c'est la réalité, etc. Or, comme je l'ai écouté tout à l'heure encore à la télévision, au premier tour des élections, il y avait 4 groupes d'environ 20%. Bon, ben, ces 4 groupes 20%, où sont-ils aujourd'hui dans la nouvelle Assemblée nationale? Comment sont-ils respectés? On voit bien que sur les 4 groupes, il y en a 2 qui auront un nombre assez significatif de représentants, à savoir En Marche et les Républicains, et 2 autres, la France Insoumise et le Front National, qui seront réduits à la portion congrue, et qui n'auront probablement pas de groupe
même pas un groupe de 30 députés. Et puis il y a aussi le cinquième facteur qui est le Parti socialiste, qui lui également sera extrêmement peu représenté. Donc là, on peut toucher du doigt cette dialectique, et il est évident que pour bien gérer une société, il faut accorder la réalité et sa représentation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je rappelle que le mot représentation est utilisé aux États-Unis, puisqu'on parle de la Chambre des représentants, pour parler de l'Assemblée nationale.